Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le dimanche 13 avril et voici le sommaire. À la une, cette victoire de Carlos Alcaraz au Rolex Monte Carlo Masters. En l'emportant sur l'Italien Lorenzo Musetti, l'Espagnol décroche son premier titre sur l'ocre monégasque. Nous retrouverons nos experts du tennis sur place pour décrypter cette finale de haut vol et celle du double remportée par la paire franco-monégasque Emmanuel Guinard, Romain Arneaudo. Nous parlerons de football avec l'écrasante victoire de Monaco contre Marseille et de basket. La Roca Team a validé son billet pour les playoffs du championnat de France hier en l'emportant face à Saint-Quentin. Résumé du match dans un instant. Le coup d'envoi de l'exposition universelle d'Osaka a été donné ce dimanche. L'édition 2025 met l'accent sur l'intelligence artificielle et le spatial. Nous serons en duplex avec Mireille Martini, commissaire générale du pavillon de Monaco. Et puis ce 13 avril, les chrétiens célébraient le dimanche dit des rameaux. Avec notre deuxième invité, l'abbé Christian Venard, nous reviendrons sur l'origine de cette tradition. Il est le grand gagnant du Rolex Monte Carlo Masters. Carlos Alcaraz a remporté l'édition 2025 face à Lorenzo Musetti. Le numéro 3 mondial décroche ainsi son premier titre à Monaco. Christophe Pacaud, vous nous le confirmez, cette finale a tenu toutes ses promesses et la finale du double aussi, avec une victoire historique pour un représentant de la Fédération monégasque de tennis. Romain Arneaudo a décroché le titre sur ses terres. Oui, bonsoir Sarah. Un succès historique pour la principauté de Monaco et Romain Arneaudo qui en double a réussi enfin à s'imposer. C'était sa deuxième finale. Il avait déjà fait 3 demi-finales. Il va donc se faire tatouer le logo du Monte Carlo Country Club sur une partie de son corps. C'était le pari engagé pour l'emporter enfin. C'est tellement mérité pour le joueur monégasque associé à Emmanuel Guinard. C'est mal parti. La première manche 6-1, il faut l'oublier. Ensuite, un combat jusqu'au tie-break dans la deuxième manche. Jeu décisif 7-6. On joue en double en plus derrière. À chaque fois, non pas un 7 supplémentaire, mais un super tie-break en 10 points. Et là, les Monégasques ont été géniaux. Ils l'ont remporté au bout du suspense face à la paire Cash-Glasspool pour ce premier succès historique en rouge et blanc pour l'un des membres de l'équipe de Coupe Davis et de la Fédération monégasque de tennis, Romain Arneaudo. N'oublie pas non plus la finale qui s'est disputée un peu plus tôt que prévu, entre les gouttes. On n'a pas été très embêtés et surtout Carlos Alcaraz a été, on peut le dire, un peu aidé par la méforme malheureusement dans la deuxième et la troisième manche de son adversaire du jour, Lorenzo Musetti. Carlos Alcaraz qui subit lors de la première manche beaucoup de fautes directes. Le grand Carlos, déjà vainqueur de 4 grands chelems, eh bien, perd la première manche 6-3 face à l'Italien, soutenu par évidemment le merveilleux public transalpin. Et puis derrière, il s'impose 6-1 et vraiment blessé. Lorenzo Musetti ne peut rien faire, il ne peut pas résister. Il prend donc 6-0 dans la troisième manche. On débriefe tout cela bien sûr de ce magnifique Open de Monte Carlo 2025 avec les joueurs et avec également le prince souverain qui va souligner la performance monégasque du jour. Je vous rappelle ce premier succès historique pour la principauté de Monaco en tennis grâce à Romain Arneaudo. Merci Christophe, on vous retrouve à 20h30 pour un point complet sur ces finales à Monte-Carlo dans les experts du tennis. En football, l'AS Monaco a largement remporté le derby face à l'Olympique de Marseille, 3-0 hier sur leur pelouse. Les hommes d'Adi Hutter ont maîtrisé le match du début à la fin. Ce succès leur permet de récupérer la deuxième place du classement de Ligue 1 au détriment des Phocéens. Le capitaine Denis Zakaria, buteur hier sur penalty, est revenu en zone mixte sur cette victoire. Écoutons-le. C'était important de montrer la bonne réaction après cette défaite contre Brest et je pense que voilà, avec ce 3-0 c'était la meilleure des manières de le montrer. On est très heureux de ces 3 points. C'est 3 points de plus, après voilà, il reste encore des matchs, ce sera à nous d'être très sérieux, mais c'est clair que voilà, c'est 3 points importants pour la suite. C'est toujours mieux de finir deuxième que troisième, mais après voilà, nous on a des objectifs qui sont d'essayer de rejouer la Ligue des Champions, on va tout faire pour y être. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas, mais avant cela, l'ASM recevra Strasbourg samedi prochain, le 19 avril en Ligue 1. Un peu plus tard, dans la soirée en basket, la Roca Team n'a pas tremblé face à Saint-Quentin, à Gaston Médecin et a validé son ticket pour les playoffs de Betclic Elite. Cette victoire 86-72 intervient quelques jours après avoir sécurisé l'avantage du terrain en Euroleague. Les temps forts de la rencontre avec Frédéric Elion. Après la qualification, pas de décompression. Jeudi soir, la Roca Team a sécurisé sa place dans le top 4 d'Euroleague sur le parquet de l'Asvel. 48 heures plus tard, les Monégasques ont livré un match sérieux en Betclic Elite face à Saint-Quentin pour conserver leur fauteuil de leader de saison régulière.
Les hommes de Vassilis Spanoulis ont fait le trou très tôt dans la partie et se sont rendus le match facile. Un 10-0 en fin de premier quart-temps et Monaco est déjà à plus 14, 24-10. L'écart va monter à plus 26 dans le deuxième quart-temps et grâce à ce drive au buzzer de Mike James, meilleur scoreur côté monégasque, la Roca Team a un matelas de 17 points à la pause, 49-32. Monaco propose un beau basket collectif avec 24 passes décisives et un joli 13 sur 26 à 3 points. Seul petit bémol, les 18 ballons perdus et un relâchement sans conséquence dans le dernier quart-temps. 86-72, match sérieux des Monégasques. On manquait comme 8 minutes, peut-être quelques minutes dans le premier mi-temps, les dernières 3-4 minutes du quatrième. Mais on a pas mal joué, on a bougé les ballons. On a bien exécuté notre game plan. Donc ça c'est important pour l'avenir. Il faut qu'on essaie d'apprendre de chaque match et je pense qu'on a fait ça ce soir et on va continuer d'essayer à faire la même chose la semaine prochaine. Et prochain match pour la Roca Team dans 7 jours, dimanche prochain, sur le parquet de Dijon. Pour clôturer cette page sport, direction Bruxelles, où Nicolas D'Angelo a signé le nouveau record national du marathon au championnat d'Europe de running. Le Monégasque a signé un temps de 2h27 et 11 secondes et se classe 33e. Bravo à lui. Au Japon, l'exposition universelle 2025 a ouvert ses portes aujourd'hui à Osaka, où sont représentés quelques 160 pays et régions, dont la principauté de Monaco. Tous les 5 ans, l'événement attire des millions de visiteurs. Avant d'accueillir le commissaire général du pavillon monégasque, Mireille Martini, nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Sylvain Péroumal et Patricia Navarro. Oui, c'est un grand jour de fête à Osaka. L'ouverture officielle de l'exposition universelle est un événement national. Tout le site a soudainement pris vie après des semaines de travaux et d'ultime finition de dernière minute. 150 000 visiteurs ont bravé une pluie battante par moment et se sont notamment massés sur le symbole le plus emblématique de cette exposition. Il s'agit du ring, un immense anneau de bois très symbolique et qui a décroché le Guinness Record de la plus grande structure architecturale circulaire en bois au monde. Il encercle les pavillons et permet une balade aérienne pour les visiteurs qui peuvent le parcourir dans toute sa circonférence et bénéficient ainsi d'une vue imprenable sur les pavillons qui, à l'intérieur de ce cercle, rivalisent d'originalité pour attirer les visiteurs. Objectif pour chacun d'entre eux, faire connaître leur pays et dévoiler leur vision du futur et de la société de demain. Pendant 6 mois, le public va se presser à Osaka. 28 millions de personnes sont attendues, mais les échanges se font également au sein de l'exposition entre les pavillons où une forme de diplomatie se dessine grâce à ces relations privilégiées dans un cadre pacifié. L'échange en fait est multifacette et protéiforme, en ce sens que la principauté de Monaco c'est un petit territoire, mais c'est important pour nous d'être ici, c'est important de nous ouvrir aux autres. Et c'est en ce sens que nous apprécions les échanges parce que nous pensons, comme beaucoup de personnes, que c'est un enrichissement pour la principauté de Monaco et puis pour les jeunes de l'équipe de pavillon Monaco. Et dans le même temps, les visiteurs qui vont venir visiter notre pavillon vont se dire la principauté de Monaco, c'est beau, c'est comme ça, donc peut-être que plus tard, j'irai visiter la principauté. I think this is one of the main features of the expo, to meet other people, to meet people from other countries, also high dignitaries. And it's a bit out of the, let's say, current political sphere. Maybe it's a chance for people to speak in a more quiet place. Et dans cette journée dantesque, tant sur le plan de la météo que de la fréquentation, le pavillon monégasque a fait le plein. Les queues n'ont cessé de grossir tout au long de la journée et même au plus fort de la tempête, les visiteurs ne se sont pas laissés décourager. Le salon de dégustation des vins de l'Hôtel de Paris a été pris d'assaut. Depuis qu'on a ouvert le wine bar, on est complètement fully booked. Et je pense qu'en fait, c'est une nouveauté. On n'était pas tellement prêt pour ça. Et en fait, on se rend compte que c'est un petit peu le mode de fonctionnement aussi asiatique avec la puissance des réseaux sociaux. Chaque fois qu'ils boivent un verre, ils postent immédiatement, ils font la photo de la bouteille, le lieu. Et je pense que ça va très très vite vu le nombre de la population. I've been to Monaco just once, but you know, beautiful countries, right? Beautiful scenery. And the people are so friendly. So,
that's why I came in and I had a nice wine. Un pavillon monégasque très couru donc, et près de lui, d'autres grandes nations ont elles aussi misé non seulement sur l'esthétique extérieure, mais également sur des activités ludiques et interactives à l'intérieur. Un émerveillement pour les yeux et de nombreuses découvertes qui attendent les visiteurs jusqu'au 13 octobre prochain. Bonsoir Madame le Commissaire Général. Ça y est, c'est parti pour 6 mois. Quel est l'état d'esprit qui anime toute l'équipe en ce jour d'ouverture officielle? Écoutez, on est très, très excités aujourd'hui. Ça fait des mois qu'on travaille sur ce projet et ça y est, on vient d'ouvrir et on est content. On a déjà beaucoup de visiteurs. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi. Et voilà, on est parti, comme vous dites, pour 6 mois. Voilà. Et combien de personnes sont mobilisées sur le pavillon de Monaco? Écoutez, nous sommes, pour l'équipe de pavillon Monaco, enfin qui vient de Monaco, nous serons 17 personnes avec 13 jeunes qui ont rejoint l'équipe. Et il y a un peu plus d'une trentaine de personnels japonais. Vous avez reçu vos premiers visiteurs. Quelles sont les premières réactions, premières tendances sur le regard que porte le public sur le pavillon de Monaco? Ils sont tous très intéressés par les différentes stations qu'on présente dans le pavillon. Ils sont très étonnés pour certains de ce qu'ils découvrent de la principauté. Et ils sont assez émerveillés par notre pavillon, donc, qui est très beau, et surtout par notre jardin. Parce que c'est un lieu de calme dans toute l'effervescence de l'expo et je crois que c'est quand même un endroit qui est bien apprécié. Il y a toujours un fossé entre les projets et la réalité, mais est-ce que le pavillon tel qu'il est aujourd'hui correspond à ce que vous aviez espéré? Même au-delà, je vais vous dire, parce qu'on avait choisi ce pavillon et on le voit quand on le voit sur papier, sur photos. Et il est au-delà presque de nos attentes, surtout au niveau du jardin qui est magnifique. Il y a un message fort au cœur de ce pavillon. Monaco se veut exemplaire, mais donne aussi des clés pour la société du futur et la durabilité. Oui, on a essayé de montrer que, effectivement, donc déjà au niveau de l'urbanisme, on pouvait combiner l'urbanisme et la protection de l'environnement avec les stations qui expliquent tout ce que Monaco peut faire en matière d'environnement dans une cité, dans une ville. Et effectivement, il y a beaucoup de stations qui essayent de sensibiliser les visiteurs à la protection de la nature, à la protection de la faune, de la flore. Et on a un peu un clou dans notre installation, le clou du pavillon qui est consacré à la protection des océans. Alors concrètement, que peut-on y voir dans ce pavillon ? Il y a un peu de tout. On a essayé de permettre aux visiteurs, déjà avec une première installation, de redécouvrir les beautés de la nature, puisque c'est d'ailleurs le titre de notre pavillon, le nom de notre pavillon, Take Care of Wonder. Il y a beaucoup de choses qui sont interactives, une découverte de la principauté. Des différentes consoles pour justement, comme je disais, découvrir les différents projets que Monaco et le souverain mettent en place. Et effectivement, nous avons aussi la chance avec notre partenaire, la SBM, d'avoir une cave à vin où les visiteurs pourront, s'ils le souhaitent, un petit peu se poser, avoir une magnifique vue sur toute l'exposition et déguster de grands crus qui sont offerts dans les caves de l'Hôtel de Paris. Le prochain grand rendez-vous sur le pavillon, ce sera fin juin avec la journée nationale. En quoi cela va consister ? La journée nationale, comme vous venez de le dire, sera fin juin sur le site de l'exposition. Donc il y aura une mise à l'honneur de la principauté au niveau d'une cérémonie officielle avec les autorités japonaises. Et ensuite, nous aurons la chance d'avoir une représentation de l'Orchestre des Carabiniers du Prince et une collaboration qui a été créée pour
pour cette journée entre les ballets de Monte-Carlo et l'école de danse de Monaco. Merci Mireille Martini d'avoir répondu à nos questions en ce jour d'ouverture officielle de l'exposition universelle d'Osaka. Merci à vous. Date importante pour les chrétiens du monde entier, ce 13 avril, les croyants ont célébré le Dimanche des Rameaux qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. En principauté, l'église du Sacré-Cœur a organisé hier, de manière anticipée, une procession. Juste avant de recevoir l'abbé Venard, retour en images sur ce moment de foi avec Théo Schumer et Thomas Deus. Comme chaque année, la principauté a à cœur d'entretenir ses traditions, qu'elles soient culturelles ou religieuses. Le Dimanche des Rameaux en fait partie, même s'il est célébré de manière anticipée ce samedi à l'église du Sacré-Cœur. Un moment clé du calendrier chrétien qui représente l'entrée du Christ à Jérusalem comme un roi venant rétablir la royauté d'Israël. Il est accueilli par la foule munie de rameaux, un spectacle qui se répète jusqu'à aujourd'hui. Alors à la fois, il est accueilli, acclamé par ces foules en liesse qui mettent des rameaux sur son passage, qui mettent aussi des vêtements sur son passage pour l'acclamer justement comme ce roi qui fait une entrée triomphale. Mais Jésus, d'une certaine manière, peut décevoir ces foules parce qu'il ne vient pas rétablir la royauté d'Israël au sens où les Juifs pouvaient l'attendre. Il ne va pas chasser les Romains dehors, mais simplement établir une royauté nouvelle et éternelle. Lui, le Fils de Dieu, qui vient rétablir l'alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et les hommes. Après la bénédiction de leurs rameaux, les fidèles cheminent en chanson dans les rues de Monaco jusqu'à l'église Saint-Martin, accompagnés d'un âne, le même que celui sur lequel Jésus entra à Jérusalem, une tradition ancestrale créée pour qu'on s'en souvienne toute l'année. On aime bien mettre ces rameaux bénis, généralement on les met dans nos maisons, derrière les croix, pour signifier justement le salut du Christ. Ce salut qui nous est apporté, ce rameau qui est vert, et ensuite qui va se dessécher dans le courant de l'année, qui ensuite, l'année suivante, sera, je dirais, brûlé pour faire justement ce qu'on appelle les cendres, le mercredi des cendres, le premier jour du carême. Donc oui, cela signifie effectivement cette vie qui nous vient de Dieu, cet arbre qui apparaît mort, qui est la croix du Christ, eh bien à la vie éternelle. Tout un symbole pour les fidèles présents qui ont aussi à cœur de transmettre ce moment à leurs enfants. Pourquoi elle est importante pour vous, cette célébration ? C'est surtout pour les enfants, en fait, pour leur transmettre un petit peu voilà, la fête de Pâques à venir. Et c'est important pour eux de comprendre un peu tout ça et d'être inscrits dans notre religion chrétienne. On arrive presque au bout de Pâques. Et la fête des rameaux, c'est vraiment la fête qui précède justement cet événement. Et c'est tout ce cheminement, c'est enfin l'aboutissement de tout ce cheminement en fait. C'est important d'inculquer ça aussi aux enfants qui vous accompagnent. Exactement, d'autant plus aujourd'hui où c'est moins facile. Donc le fait de les habituer des jeunes à ça, ils l'intègrent mieux, ils aiment ça en plus. Ça vous plaît, ça te plaît d'être là? Oui, ça me plaît beaucoup pour être avec tous ces catholiques aussi. C'est un bon rassemblement parce qu'on dirait que c'est un peu une grande famille et ça me plaît d'en faire partie. Après cette procession puis la messe dominicale, demain commencera donc la Semaine Sainte qui laissera place ensuite au dimanche de Pâques. Une autre tradition là aussi bien plus répandue, mais loin d'être dénuée de sens. Et pour évoquer plus en détail la signification de cette tradition du Dimanche des Rameaux, nous accueillons l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Est-ce que d'abord vous pouvez nous rappeler ce que l'on célèbre le Dimanche des Rameaux ? Alors le Dimanche des Rameaux, on l'appelle techniquement le deuxième dimanche de la Passion. C'est le jour où Jésus est rentré à Jérusalem, nous est raconté par les évangiles, et c'est une semaine, enfin quelques jours avant sa mort, et Jésus va rentrer à Jérusalem où il est accueilli d'une manière extraordinaire. Les gens crient Hosanna, vive le fils de David, et jettent leur manteau sur le sol pour que Jésus ne mette pas ses pieds par terre. Il va monter sur un petit âne pour rentrer dans Jérusalem et les gens agitent des palmes. Et nous-mêmes chrétiens, 2000 ans après, nous avons revécu cela aujourd'hui en ce dimanche pour rentrer dans la Semaine Sainte, cet accueil triomphal de Jésus à Jérusalem. On a nous-mêmes agité nos palmes en chantant Hosanna, fils de David, et ces palmes ont été bénies. Cela dit, dès aujourd'hui, en ce dimanche, il y a déjà une connotation, et c'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième dimanche de la Passion, parce qu'au cours de la messe, nous avons lu la Passion du Christ, nous avons lu ce long moment où, de son arrestation, en passant par la flagellation, par son jugement, sa condamnation à mort, Jésus va mourir sur la croix, et donc nous
pénétrons, ça y est, nous sommes rentrés dans cette grande semaine qui est la plus grande semaine pour nous chrétiens, qui est la Semaine Sainte. Et ce jour-là, vous l'avez évoqué, les fidèles repartent avec les fameux rameaux bénis. Ils font référence à un passage biblique et puis il est d'usage de les ramener chez soi. Exactement, l'usage est de mettre ces rameaux sur les croix à la maison, sur les représentations religieuses, les statues de la Sainte Vierge, les icônes. Pourquoi? Parce que ces rameaux, vous voyez, Pâques c'est toujours au moment du printemps, ça nous rappelle la force de la vie. Et la bénédiction, c'est avec de l'eau, et l'eau nous rappelle notre baptême. Et donc tout ça est chargé de symboles, et mettre les rameaux à la maison, c'est aussi... Alors il y a évidemment, à travers les siècles, il y a un peu de superstition qui s'y est mis, les gens se sont dit « Ah ben ça protège la maison ». Mais pourquoi pas? Mais le sens le plus profond avec ces rameaux, c'est que nous voulons accueillir Jésus aussi dans nos maisons. Nous accueillons la vie, symbolisée par ces rameaux, et nous accueillons la vie qui nous est donnée aussi par le baptême, symbolisée par l'eau qui a béni les rameaux. Et quels ont été les grands temps forts de cette journée à Monaco et de cette messe particulière ? Alors, écoutez, les deux grands temps forts, c'est quand on le peut, quand la météo le permet, c'est la procession d'entrée qui reprend la procession de Jésus. Quand on ne peut pas à cause de la pluie, on fait parfois une petite procession dans l'église. Et puis, comme je vous le disais, c'est la lecture de la Passion, donc qui est un évangile très long. C'est une des rares fois de l'année avec le Vendredi Saint où on lit en entier toute la passion de Jésus, et donc ça prend vraiment un certain temps, et on se met à genoux au moment où, quand on lit dans l'évangile, on dit de Jésus qu'il rendit l'esprit, et on fait un moment de silence, tous à genoux dans l'église, et c'est vraiment des moments assez saisissants qui nous permettent d'entrer petit à petit dans le mystère de la liturgie, qui nous fait revivre la vie de Jésus et avec Jésus. Ce dimanche des Rameaux marque le dernier dimanche du Carême et le début de la Semaine Sainte. Vous nous le disiez, il s'agit de la période la plus sacrée pour les chrétiens. Exactement. Alors toute cette semaine va être marquée par des grands offices. J'invite nos téléspectateurs à aller se connecter sur le site du diocèse, diocèse.mc, pour avoir tous les détails, les horaires par église. C'est des dizaines et dizaines d'offices. Mardi, il y a ce qu'on appelle la messe chrismale avec l'archevêque, tout le clergé ici à la cathédrale qui est derrière moi. Au cours de la messe, on va bénir toutes les huiles, le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes, l'huile des malades qui vont servir pendant toute l'année. C'est une messe très solennelle dans laquelle les prêtres renouvellent aussi les promesses qu'ils ont faites en devenant prêtres. Et puis le Triduum Pascal va commencer précisément jeudi saint, avec ce qu'on appelle la messe de la Seine. On va se rappeler comment Jésus a institué l'Eucharistie, comment est-ce qu'il en a fait dépositaire ses disciples. Et puis le soir, on va aller au reposoir. Vous savez, il y a même des gens ici à Monaco qui font la tournée de toutes les églises pour voir les plus beaux reposoirs, c'est-à-dire cet endroit, ces chapelles dans lesquelles on va laisser Jésus Eucharistie avec des tas de fleurs autour. Et puis nous allons pénétrer petit à petit dans le mystère de la mort de Jésus. Vendredi, beaucoup de nos téléspectateurs connaissent le fameux chemin de croix en ville qui débute à midi de la place de la Condamine et qui monte jusqu'à la cathédrale en passant par la place du Palais bien sûr. Le soir, les offices de la Passion. Samedi, grand silence, il ne se passe plus rien en apparence. Et puis dans la nuit de samedi à dimanche prochain, les cloches de Pâques, que personne ne soit surpris, on n'aura plus entendu les cloches à partir de jeudi soir. Et dans la nuit, alors selon les heures des offices, mais au milieu de la nuit, les cloches vont retentir. Ce sera le chant de l'Alléluia, ce sera le Gloria qui célèbre la résurrection du Christ. Voilà, vous faites bien de le rappeler, ne soyez pas surpris, ce sera donc dans la nuit. Merci beaucoup Christian Venard d'avoir été avec nous. C'est avec plaisir et je souhaite à tous ceux qui nous regardent ce soir une très belle Semaine Sainte et d'avance des très belles fêtes de Pâques. Et à vous également, merci beaucoup. Porsche, Ferrari, Mustang, les propriétaires et passionnés de supercars avaient rendez-vous ce matin sur les terrasses du casino de Monte-Carlo pour le 50e Cars & Coffee. Gaëtan Lebrun et Hugo Comasa ont admiré de près ces bolides d'exception. Voyez leur reportage. Créé en 2013 par Romuald de Clarion, l'événement Cars & Coffee regroupe des dizaines d'amateurs de voitures de collection en principauté et joue sur les atouts de Monaco en matière de luxe et d'automobile. Monaco, en fait, c'est un endroit spécial dès l'instant que vous avez que vous mettez ensemble Monaco et l'automobile. C'est magique. Voilà. Il y a des gens qui viennent de très loin. Là, on a une voiture du Royaume-Uni.
Là, il y a Manu qui démarre, mais c'est vraiment c'est exprès. Hein. Voilà, il y a des gens qui viennent de loin et en fait c'est l'appel de Monaco. C'est un des rares événements, à ce que je sache, au monde où on peut quand même voir autant de belles voitures d'aussi près. Et en fait, je vous dis, c'est tout simple. Le but, c'est de passer un bon moment. Quand les gens le sourient le dimanche soir, moi, ça me fait ma journée, en fait. Voilà. L'occasion pour ces propriétaires de voitures qui viennent du monde entier de faire connaissance et rouler ensemble. On parle beaucoup de voitures, on parle de pilotage, on parle de spec, bon, il y en a qui ont beaucoup de voitures et c'est sympa. Après, ça déborde. On parle de nos passions aussi. Mais bon, c'est toujours les mêmes. Puis là, je viens de rencontrer deux Allemands qui sont super sympas et on va les rouler ensemble. Après ce florilège de belles voitures, tous les participants sont conviés à partager un moment ensemble autour d'un déjeuner organisé au Café de Paris. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre météo présentée par Théo Schumer et ne manquez pas demain la sortie d'un nouveau podcast Monaco Info. Le créateur de la Semelle Rouge, Christian Louboutin, était au micro de Geneviève Berthy. Belle soirée à tous et bonne semaine. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais, chantait Claude François. Eh ben une chose est sûre, pour demain, il aura raison. Après un week-end bien gris, accrochez-vous, c'est parti pour une bonne semaine d'averses. On n'y peut rien, c'est comme ça, mais vous savez ce qu'on dit, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc les averses et les nuages, ce sera pour le matin et l'après-midi, avec encore du vent à prévoir. Et pour votre soirée, attention, un risque d'orage est également à surveiller. Le climat y est assez favorable. Côté température, ça remontera pas tout de suite, hein, vous aurez 13 degrés en matinée et jusqu'à 15 degrés l'après-midi. Ces conditions météo vont se maintenir toute la semaine et il faudra attendre le week-end prochain pour voir le retour du beau temps et des valeurs printanières. C'était la bonne nouvelle, mais il va falloir prendre son mal un peu en patience. Allez, demain, 14 avril, nous fêterons tous les maximes et il y a un mot pour ceux de votre entourage. Bonne semaine à tous. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.